Bonjour. Ravie de t'accueillir au Dansoir, j'allais dire pour la première fois depuis les élections, mais pas du tout, puisque nous avons ouvert la web TV LDW-TV avec toi, donc c'est la deuxième fois en très peu de temps, somme toute, et c'est merveilleux. Alors, je ne sais pas si nous allons commencer par le particulier ou le général, peut-être par le particulier. Donc, nous sommes à Ouistreham, tu es maire de Ouistreham et c'est ton second mandat. Tout à fait. Tu as été réélu au premier tour, donc la période de confinement et de Covid s'est passée avec la certitude de ce qui allait arriver après. Peux-tu nous parler de la manière dont ce contexte a frappé ou a touché ou a impacté la vie locale ici à Ouistreham? Donc en effet, le 15 mars dernier, nous étions dans une période un peu particulière puisque à la fois se déroulait le premier tour des élections municipales et en même temps, nous savions d'ores et déjà que un certain nombre d'hôteliers, de restaurateurs avaient fermé la veille au soir et que nous risquions dans les jours qui allaient suivre un confinement que le président de la République a annoncé dès le lendemain, le 16 mars 2020. Et donc s'ouvrait pour nous une réalité compliquée où à la fois nous avions l'envie de savourer une victoire, parce que c'est toujours un moment bien particulier que le soir d'une élection lorsque la victoire se présente, et en même temps de faire face à l'arrivée de la gestion d'une crise, puisque nous étions en pleine gestion de crise, avec là aussi l'attente et l'espoir que ce confinement soit le moins long possible, mais suffisamment long pour avoir à tenir compte des réalités, tenir compte d'une crise sanitaire avant qu'elle ne devienne sans doute demain sociale et économique, et puis aussi tenir compte du fait que nous ne connaissions pas grand-chose de ce virus qui semblait tout d'un coup toucher l'Europe, le monde et particulièrement à ce moment-là la France. Donc nous étions aux responsabilités et quelque part, finalement, dans l'esprit de ce que nous nous disons ces derniers temps avec l'équipe municipale renouvelée, c'est qu'il y a eu à la fois renouvellement de l'équipe, mais en même temps une véritable continuité. Et cette crise ne nous a pas permis, en tout cas jusqu'alors, de pouvoir préparer la suite, c'est-à-dire ce que l'on propose d'un contrat social avec nos concitoyens lors d'une élection, de préparer la mise en place du projet. Or, ce projet, il sera forcément revu et corrigé à l'aune de cette crise, il sera revu et corrigé à l'aune des conséquences économiques, budgétaires, sociales, mais aussi, comme l'on dit maintenant assez couramment, sociétales, qui se présentent à nous, avec des questions environnementales, avec des questions du modèle de société dans lequel nous évoluons, qui se portent à nous de manière encore plus vive, encore plus forte, qui nous sautent au visage quelque part, alors que nous n'avions peut-être pas mesuré la nécessité de le porter ainsi. Et donc j'aurais tendance à dire que cette période qui est la nôtre est à la fois celle d'un renouveau dans la continuité. Je crois que cette expression est assez communément employée en politique et on la retrouve assez bien et assez fort logiquement pour la situation ouistrehamaise, mais aussi dans une nécessité de gérer l'instant, de gérer le quotidien d'habitants qui avaient une confiance toute relative dans la gestion de la crise par l'État au titre du gouvernement et qui trouvaient à être rassurés par la gestion de cette crise au niveau des collectivités locales. Et je crois que là a été démontré très largement dans ces 2 à 3 mois la place que les collectivités locales peuvent avoir dans notre quotidien. Alors, en l'occurrence, Ouistreham est une ville balnéaire, une station balnéaire, dotée d'un casino, comme c'est le cas pour un certain nombre de communes du littoral sur la côte. Ici, moi j'aimerais, si tu le veux bien, qu'on rentre un tout petit peu dans les détails de la manière dont, dans ce contexte tout à fait singulier, que est celui de Ouistreham, la crise a pu changer les choses. Peut-être changer les choses en profondeur, peut-être changer momentanément les choses. Qu'est-ce qui a été ébranlé? Qu'est-ce qui a été bouleversé? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de l'avant et de l'après?
Il y a une certitude, c'est que chacun des territoires a ses spécificités et nous sommes ici dans un territoire qui est très dépendant d'une force économique touristique, donc de la fréquentation que le touriste apporte sur cette commune, même si la particularité d'une ville comme Ouistreham, Rivabella, proche de 10 000 habitants, c'est aussi une commune qui vit à l'année, donc qui n'est pas que dépendante d'une fréquentation touristique, de ce qu'on appelle la saisonnalité, globalement d'avril à septembre, qui peut faire varier la population d'un peu moins de 10 000 habitants à près de 20 000 habitants en présentiel en plein mois de juillet ou en plein mois d'août. Et donc cette certitude qui était là, quelque part un peu fragile dans la continuité finalement de ce développement économique lié aux 30 Glorieuses, poursuivi par des relents d'une économie où on donne plus de temps et toujours plus de temps libre et de loisirs aux uns et aux autres, et tant mieux, a conduit à ce que le tourisme soit renforcé dans des territoires qui sont déjà très dépendants de cette réalité touristique. Or, si l'on retire la réalité touristique liée au casino, à la thalassothérapie, à la fréquentation de nos plages, à l'avenue de la mer, dont on voit bien que le nom même sonne en résonance avec la réalité touristique, à la réalité du transmanche avec le ferry, dont on rappelle que c'est 1 million de passagers par an, cette ville est totalement et profondément, et j'ai envie de le dire maintenant, malheureusement, trop liée à une réalité touristique. Ce qui est un point de vue auquel j'étais acquis de longue date, mais qui nécessite de très nombreuses années, non pas pour sortir du modèle économique dans lequel on se trouve, mais pour le questionner, le repositionner et peut-être faire en sorte que les équilibres demain soient différents. Est-ce que la réalité touristique se doit d'être la même demain, sachant qu'avec cette crise et les conséquences économiques, un certain nombre de nos commerces vont malheureusement, s'il fallait parler de manière un peu triviale, mettre la clé sous la porte au lendemain de la saison 2020, sachant que certains restaurateurs n'ont pas réouvert parce qu'ils étaient déjà dans des difficultés de trésorerie ces derniers mois et que la crise a eu raison d'eux. Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question d'un événementiel qui a ce côté formidable d'une vie flamboyante, attractive dans une commune comme la nôtre, qui donne à voir que de très nombreux publics se rencontrent sur la plage, place Lauphine, non loin du casino, ou même parfois avec de très belles expositions jusque dans le vieux bourg médiéval. Mais pour autant, quel est le côté un petit peu fragile de toutes ces questions, pour ne pas dire éphémère? Or, la réalité économique d'une ville, si l'on veut parier demain sur de l'emploi localement, si l'on veut parier sur la formation de celles et ceux qui vivent directement de ces emplois, si l'on veut diversifier le territoire, il va falloir peut-être sortir de ce qu'est ce modèle touristique qui tente à pointer un modèle très consumériste aussi de notre société. Alors tout ça, ce sont des questions qui sont posées, que je ne vais pas et que nous n'allons pas avec le conseil municipal résoudre seuls, mais qui laissent envisager que forcément le projet qui a été proposé au Ouistreham le 15 mars dernier, celui qui sera mis en œuvre demain et qui aura raison de nombreux débats au cours des années et du mandat à venir, montre que sans doute dans les 5, 10, 15 ans à venir, parce que c'est aussi là le travail d'une collectivité, savoir se projeter sur le moyen et le long terme, et bien que dans 15 ans, peut-être Ouistreham Rivabella, connu comme une station balnéaire très liée au devoir de mémoire, très liée à des institutions comme le casino, la Thalasso ou le Transmanche, doivent être repensées dans leur modèle de dépendance. S'il fallait que j'étaye un exemple particulier, c'est celui du casino. Il est assez révélateur de ce qu'est la dépendance de la ville au casino. Pour faire simple, un casino comme celui de Ouistreham Rivabella, c'est un peu plus de 250 000 personnes uniques qui jouent par an ici, dont 200 joueurs qui sont les joueurs qui font à peu près 95% du chiffre d'affaires de ce casino. Donc on voit bien qu'il faut savoir là aussi relativiser l'importance du jeu dans notre société. Pour autant, ce rapport du casino à la ville
représente 2 millions de fiscalité versée par an dans les caisses de la ville. Quand je dis 2 millions, ces 2 millions abondent le budget de fonctionnement. Or, le budget de fonctionnement est celui qui est le plus tendu, le plus complexe, puisque le budget de fonctionnement d'une ville comme la nôtre, c'est 12 millions par an. 12 millions, 2 millions. On voit bien qu'il y a une véritable dépendance au casino. Or, la nécessité aurait voulu que l'on soit raisonnable par le passé, et je pousse là une réflexion sur les 20 ou 30 dernières années, de dire que la rentrée fiscale du casino soit un élément qui participe d'un fixe, mais aussi d'une part variable. Or, cette part variable n'a jamais été considérée comme un plus, mais a toujours été associée sur un élément plein et entier du budget. Pour donner des chiffres, au lieu de prendre 2 millions, de se dire que nous fixons un budget à hauteur d'1,5 million tous les ans par an dans le budget de la ville pour les participations du casino, et tout ce qu'il viendrait au-delà, 100 000, 200 000, 500 000 euros, c'est le cas ces dernières années, eh bien, serait un plus qui permettrait d'abonder des politiques occasionnelles, des politiques complémentaires, des politiques culturelles qui permettraient d'amener tel ou tel sujet que nous n'avons pas peut-être l'habitude de proposer, mais dont on sait qu'il s'agit d'une variable. Il est évidemment extrêmement frustrant lorsqu'on est aux manettes de la collectivité, eh bien, de ne pas pouvoir se détacher de cette réalité parce que la dépendance au casino et la réalité fiscale de ce casino dans le budget de la commune nous ont rendus totalement dépendants. Et pour déjà commencer par régler les charges de personnel, eh bien, il nous faut passer par la réalité fiscale du casino. Pour demain, faire en sorte de payer la dette de la ville qui a su emprunter et a fort juste raison à l'époque pour différents projets d'investissement, eh bien, nous avons le casino qui nous permet de payer cette charge. Mais à un moment donné, eh bien, les charges de ressources humaines, les charges de projet, la réalité constante du fonctionnement de la collectivité ou l'endettement de la ville, eh bien, atteignent un plafond de verre qui malheureusement est limité parce que le casino n'est pas un puits sans fond et il nous faut forcément, et j'en suis convaincu, faire comprendre à chacune et chacun, et nous ferons montre de pédagogie en la matière, que le casino c'est formidable, mais que ça ne doit pas être la seule manière que de construire la réalité locale. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. J'aimerais bien qu'on revienne sur le passé immédiat. Mais la question que tu poses, c'est la diversification des activités pour une ville comme Ouistreham. C'est-à-dire moins dépendre du secteur d'activité qu'est le tourisme pour éventuellement faire rentrer des industries. Comment vois-tu les choses? Le port, quelle serait l'alternative pour construire de manière moins fragile, moins précaire, moins liée à cette particularité, cette exception, puisque nous sommes sur une côte, cette exception de la visite des touristes? C'est un des sujets que j'ai en tête depuis de nombreuses années qui s'accélère avec la crise parce que je me souviens très bien en 2014 avoir déjà pointé la réalité de dépendance au casino et la nécessité d'en sortir progressivement parce que tout cela a un coût et doit se planifier. Mais en parallèle, nous avons vécu, comme toutes les collectivités de France, la baisse des dotations de l'État qui a conduit à ce que la ville ne sorte pas de la dépendance au casino puisqu'il fallait déjà amortir la baisse assez importante des dotations de l'État puisque là aussi tout le monde remet en perspective une baisse des dotations de l'État qui a été la même pour toutes les collectivités. Ce n'est pas tout à fait vrai. Toutes les stations balnéaires ont subi une baisse encore plus importante puisqu'elles avaient la particularité d'avoir une dotation complémentaire du fait de l'attractivité touristique de l'été. On sait bien qu'on ne gère pas une ville de 10 000 habitants comme on gère une ville de 20 000 habitants en termes d'eau potable, en termes de déchets, en termes de fréquentation, en termes d'animation. Or, ce faisant, une dotation de l'État qui diminue et encore plus de manière importante pour les stations balnéaires a conduit que les villes balnéaires soient encore plus en difficulté puisqu'elles avaient une baisse de dotation de l'État mais devaient continuer d'assumer les services publics pour répondre de cette attractivité balnéaire et pour répondre des services publics aux touristes et aux estivants.
Donc on voit bien que déjà là, on a une base, un fondement qui est complexe dans la réalité de la structuration budgétaire de la collectivité. Le deuxième élément, avant d'aller réfléchir vers une diversification des recettes, c'est de se dire quelles sont les réalités budgétaires de la collectivité. Or, une fois qu'on a fait le tour un petit peu de ce qui se fait, on voit bien que le départ d'un certain nombre de compétences vers les intercommunalités, ce qu'on appelle les EPCI ces dernières années, et notamment chez nous ici, la communauté urbaine de Caen-la-Mer, a conduit à ce que l'on vide de sa substance la commune. Or, nous n'avons plus, par exemple, de taxes professionnelles. Nous n'avons plus de réalité comme la taxe de séjour. La taxe de séjour, ici, elle représentait, suivant les années, entre 500 et 600 000 euros. Cette somme-là est partie maintenant à Caen-la-Mer et donc nous n'avons plus de variable d'ajustement sur des politiques qui pouvaient tenir compte de la fluctuation, pour le coup touristique certes, mais qui était quand même pas neutre en termes de réalité budgétaire. Et donc l'accélération du départ des compétences vers les intercommunalités a continué d'avoir raison d'un phénomène qui est engagé depuis plus de 25-30 ans, de petites collectivités que sont les communes, pourtant si chères à nos concitoyens parce que c'est le lieu de rassemblement, c'est le lieu en lequel on croit encore et qui permet d'avoir une réactivité au quotidien, mais qui démontre qu'il a de moins en moins de moyens. Et puis il y a un troisième volet qui va de pair avec cela, qui est le gel de la réalité fiscale. Les villes, dont on sait bien que la fiscalité ne fait pas tout et ne doit pas être le premier élément de courroie de distribution et d'alimentation des fonds de la collectivité. Ces dernières années, l'État a gelé la taxe d'habitation. Certes, il le compense, sauf que compenser une année de taxe d'habitation en 2017, c'est perdre la revalorisation habituelle et traditionnelle sans augmenter l'impôt de la base fiscale chaque année. Or, l'impôt, il est constitué de trois natures. Il est constitué du lieu où vous vous trouvez, du type de résidence que vous avez, des travaux que vous avez pu y effectuer, c'est-à-dire le type de bien qui est le vôtre. Et l'endroit où il se trouve dans la ville, c'est extrêmement important. L'impôt n'est pas le même à Rivabella qu'il va être le même à Ouistreham, et pour différentes raisons liées à l'histoire. Le deuxième, il est lié aux bases fiscales que l'État met en œuvre pour dire, voilà, eh bien, il y a telle région en France qui va conduire à une base fiscale plus importante que telle autre pour différentes raisons là aussi qui ont été écrites dans les années 70 et qui n'ont pas évolué depuis. Donc là il y a une vraie question. Est-ce que l'on vit sur les mêmes réalités fiscales dans les années 70 et aujourd'hui? Je ne le crois pas. Or cette réforme, tous les gouvernements successifs l'ont promise depuis 30 ans et ne l'ont jamais menée. Et puis il y a une troisième réalité fiscale qui est la variable des taux par les collectivités. Or la taxe d'habitation, eh bien, elle ne varie plus. Donc comme elle ne varie plus depuis 2017, eh bien, nous perdons à peu près 150 000 euros par an depuis maintenant 3 ans, et cela continue en termes d'abondement de fiscalité. Alors vous allez me dire, il nous reste la taxe professionnelle. Non, elle est partie aux communautés de communes. Il nous reste la taxe foncière, oui. Mais ça veut dire quoi la taxe foncière? Ça veut dire que vous êtes dans une réalité où vous faites peser sur, ici à Ouistreham, un petit peu plus de la moitié des propriétaires, habitants propriétaires, une réalité qui permet d'abonder le capital de la ville pour des services qui, eux, ne correspondent pas à une partie de la population, mais qui répondent à l'ensemble de la population. C'est ce qu'on appelle l'effort fiscal, qui conduit à ce que, quand on a un peu plus de moyens dans ce pays, c'est le schéma dans lequel notre société s'est construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on participe d'un effort collectif. Ça s'entend, mais ça s'entend quand l'effort fiscal est acceptable et accepté. Or, on voit bien qu'il y a une réalité, et comme je le disais tout à l'heure, un plafond de verre face à l'impôt qui est devenu compliqué. Et puis, parallèlement, eh bien, on a surtout une réalité où la ville a ici plus de 1900 résidences secondaires. Or, les résidences secondaires, elles continueront de payer demain la taxe d'habitation, mais l'État a décidé d'en geler la revalorisation avant 2023. C'est-à-dire que pendant un mandat complet, de 2017 jusqu'en 2023, la fiscalité locale sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, dont on pourrait admettre qu'elle ne doit pas augmenter, mais n'est plus laissée à la libéralité des collectivités, mais à l'appréciation de l'État, purement et simplement, et de manière un petit peu descendante, et pas du tout dans une logique de concertation. Or, on voit bien que tous les leviers traditionnels sur lesquels les collectivités pouvaient agir en termes de création d'activités, réalité de compétences ou réalité fiscale ont été progressivement gelés
ces 10 dernières années et conduisent à ce que la réalité du fonctionnement de la collectivité locale eh bien, soit tout simplement de faire des économies, faire des économies, faire des économies, parce que sinon, elle ne peut pas s'en sortir. Alors, évidemment qu'il faut se projeter sur d'autres recettes. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que lorsqu'on projette sur de nouvelles recettes, on fait forcément des mécontents. Les nouvelles recettes, c'est la revalorisation d'un certain nombre de services, du coût de l'école de musique, de la location d'une étale, au marché aux poissons, en passant par les loyers de la ville. Or, ça a ses limites, puisque lorsque l'on vient faire ça, on vient progressivement aussi dans des choix qui sont des non-choix, puisque la ville se retrouve confrontée à un mur où elle n'a pas choix que d'aller d'augmenter ses tarifs parce qu'elle n'a plus d'autres possibilités ailleurs. Or, ce faisant, on prive certaines personnes d'accès à la culture, on ne rend plus la culture peut-être populaire au sens noble du terme, on conduit peut-être à mettre en difficulté certains commerces qui louent des locaux de la commune parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer ce loyer-là, etc., etc. Et donc on voit bien qu'on est dans un dilemme où tout est fait pour repenser la réalité des recettes de la ville en lien avec l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on nous invite à faire en sorte de finalement nous déposséder d'un certain nombre de nos compétences qui nous restent encore pour les mettre dans un bloc plus large où là, eh bien, il y aurait une répartition des richesses et des recettes qui serait effectuée sur un bassin de vie beaucoup plus large, ce qui est un projet politique fort intéressant. Or, ce projet politique, il va à l'inverse de ce que le peuple et de ce que les citoyens expriment ces dernières années. On voit bien qu'on appelle du circuit court en termes d'alimentation, on voit bien qu'on nous demande de la proximité en termes de services publics, on voit bien qu'on nous demande un accès en piste cyclable dans le quotidien, ce qui veut dire qu'on est là aussi dans un espace vécu qui est relativement limité. On ne demande pas de mettre tout le monde dans des bus pour aller en centre-ville de Caen et lire à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Au contraire, l'idée c'est de faire en sorte que l'on ait un maintien de services ici. Or, tous ces services, nous devons les financer, mais nous n'avons plus les moyens de cela. Or, il va falloir se tourner vers une mutualisation accrue vers la communauté urbaine, qui elle, par ailleurs, avec cette crise, n'est pas prête à l'assumer. Donc on voit bien que les années à venir vont faire face à une remise en cause de notre modèle social, et sociétal comme l'on dit maintenant, et en même temps une réalité où comment on fait. Très clairement, moi je le pose, je n'ai pas de solution miracle et comme j'utilise cette formule ces derniers temps, je ne suis pas magicien. Comment fait-on pour financer ce que l'on veut de services publics avec un sentiment qui plus est de nos concitoyens où on a vraiment le sentiment de croire qu'on n'a jamais autant payé d'impôts et pour autant les collectivités n'ont jamais eu si peu d'argent dans les caisses pour faire. Tu n'as pas forcément répondu à 2-3 de mes questions. Oh. La première, développer de nouveaux secteurs d'activité ici à Ouistreham, est-ce envisageable? On parlait d'intercommunalité. Ouistreham ne ressemble pas forcément à une commune rurale. Or, dans la mer, nous n'avons pas que des communes comme celle de Ouistreham-Rivabella qui vit du tourisme et qui est éloignée de la vie urbaine. Donc, dans ce contexte particulier, est-ce qu'il y a une ouverture possible vers le développement d'autres secteurs d'activité, d'autres activités, lesquelles ou pas du tout? Alors, parmi les sujets qui sont largement portés ici, on voit bien qu'on ne pourra pas faire sans l'intercommunalité. Or, l'une des spécificités de notre territoire qui est très liée, certes au tourisme, est aussi liée au nautisme. Or, sans doute, une des forces de Ouistreham-Rivabella dans les années à venir, c'est la remise en cause et la fin du bail à concession qui existe sur le port de Plaisance et sur l'entité portuaire de Ouistreham, qui inclut derrière tout le dimensionnement transmanche, qui n'est pas qu'un aspect touristique, c'est un aspect aussi économique fondamental, puisque je rappelle, on a eu des transporteurs très nombreux qui se sont succédés au cours de ces dernières années. Je pense à Norbert d'Entresangles devenu XPO. Eh bien, c'est une réalité économique, d'emploi, de trafic qui doit se moderniser et qui a sa place à Ouistreham-Rivabella. Et donc, parmi les sujets
puisque j'ai pu proposer à Joël Bruno, le président de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, eh bien, existe et est clairement mis en avant cette possibilité pour le territoire de la communauté urbaine de se réapproprier son territoire. Et quand on dit se réapproprier ses territoires, c'est pas d'inventer l'eau chaude et de faire croire qu'on va faire venir demain un parc industriel avec des usines ici. C'est sans doute pas le sujet et on ne saurait pas faire et on n'en a pas véritablement la légitimité au titre du passé industriel de ce territoire. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'axe canal qui va de Caen jusqu'à la mer, avec un certain nombre de friches industrielles, mais aussi des espaces industriels comme Volvo, Renault Trucks à Blainville-sur-Orne, qui là fait écho aussi à la réalité ancienne de la SMN, eh bien, doit conduire à ce qu'on se pose des questions avec ici l'éolien et l'arrivée de la maintenance éolienne, à une réindustrialisation portuaire. On n'est pas en train de dire que l'on va vers une industrialisation du territoire qui est le nôtre, mais de lui donner une tournure peut-être portée vers des métiers plus manuels, s'il fallait le parler ainsi. Demain, de se dire que nous aurions 20, 25, une trentaine d'emplois ici, déployés dans l'avant-port de Ouistreham pour s'occuper de la maintenance éolienne au large de Courseulles-sur-Mer, sur ce parc de 75 éoliennes. Je ne suis pas en train de mener le débat de savoir si pour ou contre les éoliennes, leur intérêt écologique. C'est un projet très ancien. Je sais que ça fait 14 ans que je travaille sur cette question avec d'autres collègues et les parlementaires. C'est un projet qui arrive, qui va s'installer pour les 25 ans à venir. Accueillons-le, accompagnons-le, faisons en sorte que certaines personnes en reconversion, par exemple liées à la pêche, conduisant à la surpêche de ces dernières années, doivent nous conduire cette fois-ci, nous politiques, à prendre l'engagement de permettre la reconversion de personnes qui ont une cinquantaine d'années pour qu'elles soient demain celles et ceux qui emmènent les jeunes employés du parc éolien en mer, sur zone, en conduisant les navires dans cette zone du parc éolien. Eh bien tout ça, ce sont des questions très justes qui doivent se poser en termes de reconversion d'un côté. Et puis elles doivent se poser aussi en termes de formation. Comment demain, un certain nombre de jeunes de 18, 25, 30 ans ont envie de devenir les acteurs d'un mouvement autour de l'éolien parce qu'on veut savoir comment changer une pale en haute mer, on veut aller contrôler un générateur électrique, on veut savoir comment cette énergie est produite et ramenée à terre, veiller à la sécurité du public. Eh bien tout ça, c'est vraiment des options qui sont les nôtres. Et donc demain, là aussi, et quand je dis demain, c'est à la fois un demain très court, on parle de quelque chose à 2-3 ans, et puis aussi un demain à moyen terme, la reconduction de ce bail de gestion du site portuaire, on parle de 2023 à 2050. 2050, c'est demain en termes de gestion de nos collectivités. Et donc tout ça sont des choses qui s'anticipent et sur lesquelles nous serons évidemment moteurs parce que ici, nous avons la force d'avoir une ouverture sur la mer exceptionnelle, une réalité de branchement à la terre avec Caen, avec Paris à 2 heures, le tout avec un train dont on sait qu'il faudrait qu'il s'améliore très largement, mais qui commence de s'améliorer évidemment avec l'aide de la région Normandie, eh bien de dire que nous avons là tous les outils pour faire de Ouistreham-Rivabella au sein de la communauté urbaine un vrai cluster maritime et nautique. Quand je vois qu'on a dans quelques jours la livraison du nouveau centre d'activité nautique de Ouistreham, un projet à 2,5 millions qui a vocation à former demain les futures générations à la voile, au kayak, à la plongée, au kitesurf, à se rencontrer, à comprendre la mer. C'est pas seulement se dire comment on vient créer une école qui permet le loisir, qui permet aux enfants de profiter d'un bassin exceptionnel avec le canal, la baie de l'Orne et la pleine mer. C'est déjà mettre et inscrire dans les esprits que la mer n'est pas un milieu difficile, que ce n'est pas une frontière, mais au contraire un milieu dont on comprend bien que très tôt et très jeune, on doit le faire sien pour se l'approprier. Et si vous marquez l'esprit de jeunes enfants très tôt, vous savez qu'ils deviendront des adultes qui demain seront
porteurs de ce message et conduiront à ce qu'ils apprécient et envie d'investir la mer. Et donc on prépare déjà les esprits à ce qu'ils soient eux-mêmes à acquérir un bateau, qu'ils soient demain les premiers à faire des sorties en mer et à former leurs enfants. Donc à revenir à Ouistreham Rivabella, à s'y installer. Tout ceci, ce sont des paris à long terme. À faire en sorte que, parce qu'on fréquente ce canot, on a une nouvelle idée du rapport au territoire qui est protectrice de la mer, eh bien on ait aussi l'idée que la mer c'est finalement l'aboutissement de toute vie sur Terre et qu'il nous faut protéger cet environnement, pas seulement le littoral, pas seulement les plages, mais protéger aussi le fond des océans, protéger les espèces marines qui sont là. La mer sera sans doute l'outil de développement économique du XXIe siècle, à la seule et unique condition que l'on ne conduise pas à reproduire les erreurs que l'on a fait sur Terre. Et je suis convaincu que là, dans ce cluster, avec cette ambition, dans finalement un continuum assez logique entre la mer de la Manche, qui est l'un des plus grands lieux de passage maritime au monde, entre Londres, Le Havre, Paris, eh bien Ouistreham Rivabella a sa carte à jouer. Sa carte sera demain une carte qui sera tournée vers la mer avec un M majuscule. Alors, Ouistreham Rivabella à t'entendre une carte à jouer. Moi, je me pose la question de savoir quel est le rôle d'un maire par rapport au progrès de l'histoire ou au développement d'une commune. J'ai remarqué lors de ton premier mandat un certain nombre de changements sur ce territoire, un véritable dynamisme que je n'avais jamais rencontré depuis que j'habite, et ça fait quelques décennies. Je vais être un tout petit peu longue dans l'exposé pour que tu nous brosses un tableau un petit peu plus général. L'opinion semble un petit peu manquer de confiance vis-à-vis du pouvoir, de la marge de manœuvre des politiques à un certain niveau. On se dit que la liberté d'un président de la République, sa possibilité d'action est limitée par un contexte international et planétaire qui effectivement fait qu'il n'est pas isolé, il ne peut pas agir seul. Un maire est-il aussi contraint par des impératifs, tu parlais du casino, qui pesait certainement dans les décisions, quelles pourraient être à l'échelon municipal les contraintes qui font qu'un maire ne peut pas initier, aller de l'avant aussi vite qu'il le souhaiterait, ou au contraire peut-il aller de l'avant facilement et rapidement, un maire d'une commune comme la nôtre? Je crois profondément qu'un maire se doit d'aller de l'avant. S'il y a bien une personne avec son équipe qui doit incarner le cap, qui doit donner l'envie d'aller de l'avant, qui doit sans cesse rester dynamique et positif, parce que c'est aussi une manière de voir les choses, c'est le maire et avec lui son équipe. Pour autant, même si ce que je décris là est très lié à une force de caractère, à une individualité, à une personnalité et à son histoire sans doute derrière, il est des freins très importants et des contraintes qui existent. Alors, je pense qu'il est important de revenir sur ces contraintes, mais aussi de se dire que si contraintes il faut aussi s'appuyer pour ces contraintes pour s'en extraire et essayer de les dépasser et de marquer de son empreinte son territoire pour le tirer vers le haut, pour le hisser, pour le propulser. Et je crois que ça, c'est très clairement dû à ce que l'édile qui est à la tête de la vie municipale veut en faire. Je pourrais tout à fait me dire que, le maire est assis dans un siège qui est confortable et qui a vocation, je connais des collègues qui sont dans cette posture, à gérer ce qu'on appelle les affaires courantes, produire et reproduire ce qui existe déjà parce que c'est facile, ça évite bien les ennuis, ce n'est pas se remettre en cause, cela évite telle ou telle réaction peut-être épidermique d'un certain nombre de nos concitoyens, mais c'est aussi quelque part se renier dans ce qu'est le rôle du maire. Le maire est là aussi
pour se poser des questions, pour faire en sorte de remettre en cause un certain nombre de pratiques, interroger nos pratiques. Dans le monde des entreprises comme dans le monde de la culture, on réinterroge sans cesse ces pratiques. Un chef d'entreprise qui s'endort, c'est un chef d'entreprise qui perd des parts de marché. Un artiste qui ne se remet pas en cause, et on l'a vu ici avec le Dansoir et cette web TV, c'est aussi un artiste qui finalement ne trouve plus son public. Il faut donc sans cesse, et la difficulté elle est là, sans cesse se remettre en cause, mais avec la difficulté de savoir si le cap que l'on trace et la remise en cause vont convenir, vont plaire, vont pouvoir permettre de trouver qui d'un marché, qui d'un public, mais en même temps dans une société qui va très vite et j'aurais tendance à dire un peu trop vite. Et à mon sens, si on a des contraintes légitimes, parfois pesantes et complexes que sont les contraintes administratives, les contraintes étatiques, les contraintes liées aux très nombreux échelons de gouvernement dans ce pays, puisque je rappelle que nous sommes quand même le seul pays au monde qui a la commune, l'intercommunalité, le département, la région, vous ajoutez à cela l'État et l'Union européenne. On voit bien qu'il y a besoin, et tout le monde le dit depuis toujours, mais personne, et aucun président de la République en tout cas jusqu'alors, n'a été d'une volonté d'aller et d'assumer jusqu'au bout, de supprimer au moins l'un, voire plusieurs de ces échelons pour rendre une forme de liberté d'action. Et si ces contraintes existent, pour autant, elles sont là aussi comme garde-fous du modèle républicain. Elles sont là aussi parfois pour nous accompagner. Alors, moi qui veux aller vite, c'est parfois extrêmement frustrant, mais c'est une manière aussi que de nous rappeler que tout ne se fait pas aussi vite qu'on le voudrait et qu'il est des règles dans lesquelles nous devons rentrer. Ce qui est certain, c'est que je ne crois plus le modèle construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme un modèle encore valable pour la société actuelle. Je ne suis pas en train de remettre en cause les valeurs républicaines, le modèle républicain dans lequel notre République, la Ve République, est construite. Je crois profondément à un modèle démocratique lié à une élection présidentielle directe, mais il est certain que le modèle de redistribution de l'argent dans notre société, le modèle du rapport à l'autre, le modèle du rapport à son territoire, de consultation, le modèle aussi du rapport au travail doivent être des sujets qui sont repensés. Je ne suis pas là en train de proposer un nouveau modèle, je pense qu'il est à co-construire avec nos concitoyens demain. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien qu'une nouvelle génération notamment ne se retrouve plus, ne se repère plus, le mot repère est intéressant parce que c'est celui de la boussole, ne se repère plus dans un monde où il faut être too green, vert et protéger l'environnement, mais en même temps il faut consommer vite et bien, où on veut tous un accès très rapide à Internet, mais on n'est pas conscient qu'il faut de l'électricité pour tout cela, or que l'électricité, ça reste dans le modèle français un schéma nucléaire, que derrière, si l'on ne veut pas du nucléaire, quel autre modèle ? Du solaire ou de l'éolien, très bien, mais nous ne sommes pas prêts tous à avoir un champ éolien ou solaire juste derrière chez soi, que derrière, il faudrait peut-être manger et consommer sans doute moins de viande, mais pour autant, le modèle est construit sur un modèle de subvention et de subside européen à une agriculture qui est sans doute d'un autre âge. Pour autant, on a le sentiment de subside important, mais d'agriculteurs qui meurent de faim, s'il fallait parler ainsi, depuis des années. Comment peut-on concevoir que celles et ceux qui nous nourrissent et dont on critique le système sont en même temps des gens qui ne mangent pas, eux, à leur faim et ne sont pas justement rémunérés pour ce qu'ils font ? Donc, c'est un peu la difficulté d'un paradoxe. Vous savez, moi je suis historien de formation et Dieu seul sait si j'ai été au cœur de quelques polémiques ces dernières années, sans doute bien malgré moi et de manière difficile à vivre, parce que le modèle là aussi de réflexion
est injuste. Nous sommes dans un modèle de surconsommation de l'information qui parle très vite, passe trop vite et qui ne donne plus chacun à prendre le temps du recul nécessaire pour comprendre les choses ou de la capacité à prendre de la distance. Or, ce qu'il y a bien une certitude dans ce que je vois ces dernières années, c'est qu'on manque d'une culture générale, on manque d'une culture politique. On a une société qui est acquise à des certitudes individuelles, mais qui ne veut pas considérer que pour faire société, il faut mettre en commun un certain nombre d'idées et de valeurs, mais en même temps qui appelle de ses voeux une société encore plus collective. Donc on voit bien que tout ça sont faits de paradoxes, de réalités historiques qui ne sont pas assumées, qui ne sont pas digérées, parce qu'il y a une méconnaissance de l'autre tout en voulant faire croire que l'on connaît l'autre et qu'on est ouvert à l'autre. Et c'est ça un petit peu la difficulté du politique et de ce que nous allons avoir à assumer demain. J'incarne, non pas par mon âge, mais par ma fonction, puisque je suis maire d'une commune, donc un schéma qui est le schéma de la Troisième République. Donc s'il n'y a pas plus old-fashioned, s'il fallait parler avec un anglicisme, s'il n'y a pas plus désuet, c'est le schéma communal. Et pour autant, le schéma communal est sans doute celui du refuge et du repli de nos concitoyens ces dernières années, celui qui fait République. Et en même temps, cette République est remise en cause. Il y a de quoi perdre un petit peu les pédales et de plus savoir où se trouve véritablement le Nord. Alors, il faut sans doute continuer à défendre ce modèle parce que c'est celui de l'incarnation de la République au cœur du village, comme un certain nombre d'historiens pouvaient le dire il y a encore quelques années lorsqu'on fêtait évidemment dans les années 80, en 89, la prise de la Bastille, les 200 ans de la prise de la Bastille. Ce sont des mots très forts que l'on a entendus. Or, le village, il est trop au cœur des gens, comme la consommation de services publics. Il faut qu'on arrive à se détacher de cela parce que la réalité de la carte communale est sans doute celle du maintien du ferment de la République. Si nous n'attendions que de l'État pour faire République, ça fait longtemps que la République n'existerait plus. Pour autant, elle est l'incarnation par le président de la République, par les parlementaires et notamment les députés à l'Assemblée nationale, par le défilé du 14 juillet dont chacun peut penser ce qu'il veut, mais qui est l'incarnation. La République a besoin de symboles, parce que c'est les symboles et l'appartenance à ces symboles qui permettent de faire société. Alors, on a longtemps dit, au 19e et au début du 20e siècle, faire nation, ce qui laisse porter à plein de débats et d'interprétations, parce que la nation, malheureusement, a conduit à du nationalisme, et avec d'ailleurs des relents de nationalisme dans un certain nombre de pays, à commencer par le nôtre, ces derniers temps. Mais interrogeons-nous, ne devons-nous pas avoir un minimum de terreau? Et c'est important d'utiliser ce terme-là, parce que la terre est l'élément moteur qui permet à l'homme de se développer dans ce qu'il est et dans sa diversité de ce qu'il est. Ne devons-nous pas avoir un minimum de valeurs en commun et qui nous permettent de faire société, de faire nation? Après que nous ne soyons pas d'accord de tout, eh bien c'est le propre même d'une famille, c'est le propre même d'une rue avec des voisins qui n'ont pas tous la même vie, c'est le propre d'un conseil municipal où nous ne sommes pas d'accord pour tout. Mais faire société, c'est être d'accord sur une base commune où nous avançons ensemble. Et je crois que c'est ça la véritable défection qui est la nôtre de nos jours. Nous ne savons plus faire société parce que nous ne sommes plus prêts au consensus. Nous ne sommes plus prêts à mettre sur la table ce que nous voulons impérativement faire ensemble et regarder ce que nous sommes prêts fortement à faire ensemble plutôt que ce qui nous oppose et nous divise parce que l'individualisme, la consommation, parce que la perte de valeur, de réalité dont il a fallu remettre tout en cause ces dernières années et dont on constate maintenant qu'en ayant remis en cause d'un certain nombre d'éléments socles de notre société, ça conduit aussi à la perte de ce qu'est société. Je prends un exemple très simple, j'allais y venir précédemment et puis je suis parti sur autre chose, mais on est dans une réalité où il y a une histoire de France. Elle est ce qu'elle est, cette histoire de France, avec ses hauts, avec ses bas, avec ses travers, mais ses heures de gloire. Or,
l'historien que je suis ne peut pas comprendre que l'on veuille à un moment donné déboulonner une statue. C'est quelque chose d'impensable, c'est quelque chose d'inconcevable. Oui, Colbert est ce qu'il est et il a fait ce qu'il a fait en son temps, Victor Hugo aussi, mais peut-être d'autres encore, comme Napoléon, puisque j'ai vu que des statues, ou Louis XIV très récemment à Caen. Mais la question n'est pas de savoir si un tel a eu une posture à un moment donné qui ne correspond plus à notre manière de penser, ou ce qu'il a fait qui a participé de faire l'histoire de France, dont on peut croire tout ce que l'on veut, mais l'histoire est faite. Or, on ne peut pas réécrire l'histoire à l'aune de nos yeux contemporains. Celui qui fait cela n'enseigne pas l'histoire, mais rentre dans un modèle de pensée unique dictatorial. Et c'est extrêmement important de bien enseigner ce qui s'est passé, d'où l'importance de l'éducation nationale, mais aussi l'importance du modèle familial dans sa diversité actuelle de nos sociétés. La famille, au sens polynucléaire qui existe de nos jours, la famille a un rôle parce qu'elle est là pour apporter. On adhère à ce qu'elle apporte ou on n'adhère pas. Chacun dans sa construction, enfant, adolescent et adulte, choisira le modèle qui est le sien. Mais elle est importante parce qu'elle permet de donner des repères qui permettent là aussi de faire société. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on argumente, on avance ensemble, on remet en cause. Mais on ne réécrit pas l'histoire. Réécrire l'histoire, c'est ne pas comprendre la société qui est la nôtre et c'est surtout la conduire à reproduire des travers que l'on pointe du doigt comme étant des injustices ou des travers, mais que l'on est en train de reproduire sous une autre forme. Et ça, c'est fondamentalement l'un des rôles dont je crois que le maire a aussi son rôle à jouer en la matière. Alors, on va peut-être restreindre un petit peu le champ, puisque tu l'ouvres si facilement, ce qui est merveilleux. Ton charisme repose aussi sur le fait, tu parlais de symboles, tu parlais de valeurs. Peut-être que dans ta politique, il y a deux mots qui affleurent, vision et utopie. Est-ce que tu crois que malgré les contraintes, malgré la réalité des freins, parce qu'en finalement, la réalité freine toujours, c'est comme le pneu sur la chaussée, ce frottement de la réalité fait qu'on ne va pas vite. Mais qu'est-ce que ça veut dire de garder une part utopique et de quelle manière on peut aujourd'hui imaginer que des maires auront un jour une aura aussi grande qu'on peut l'avoir certains chefs d'État. Est-ce qu'un maire peut donner l'exemple à la nation, justement? Est-ce qu'il peut y avoir des personnalités quelque part en France de maires qui entraînent, changent la politique? Et dernière question, on parlait de la politique fiscale, de la façon dont la taxe professionnelle d'abord et progressivement d'autres revenus liés à la fiscalité ont déserté la bourse des communes. Est-ce qu'un maire, des maires peuvent faire bloc à un moment donné pour dire à un pays, arrêtons de fonctionner de cette façon et infléchir un tout petit peu le cours des choses? Même question sur plusieurs fois. Oui, alors je crois en effet profondément qu'un maire et son équipe ont vocation à avoir une vision. Alors la vision, elle est intéressante parce qu'elle s'incarne dans le temps. C'est la vision du quotidien, c'est celle à moyen et à long terme. Or, si l'on ne se projette pas dans une vision à long terme, on est happé par le quotidien qui est extrêmement chronophage et en même temps qui répond aux besoins d'une population au jour le jour, s'il fallait reprendre cette expression. Et donc l'importance d'une vision, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant et je crois profondément que ce qui fait la différence chez les hommes, c'est aussi de pouvoir se projeter, de pouvoir rêver et quelque part finalement d'être dans une forme d'utopie. Je crois profondément que l'on soit un homme de droite, un homme de gauche, que l'on soit teinté de telle valeur ou de telle autre, que ce qui fait avancer l'espèce humaine, c'est fondamentalement de rêver. Et de rêver, alors parfois à ce qui est atteignable et parfois aussi
et quelque part heureusement, de ce qui ne l'est peut-être pas, mais qui participe de changer la face du monde. Alors, je serai très, très humble et modeste là-dessus. Il ne s'agit pas de changer la face du monde ici à Ouistreham Rivabella, mais de changer ce que l'on croit qui peut être fait pour rendre la vie meilleure. Alors, c'est un grand principe que de vouloir rendre la vie meilleure posé sous ces termes, mais c'est à la fois par cette vision et dans le quotidien, une forme d'aller-retour permanent qui est extrêmement fatigant, de se dire comment eh bien, la vie de ses concitoyens, il y a une relation là presque charnelle avec la ville et avec les gens, de se dire voilà comment on va faire pour que telle personne qui ne peut plus se déplacer puisse se déplacer, comment telle personne qui a tel service public va pouvoir s'épanouir parce qu'elle va retrouver confiance en elle, comment telle personne, parce qu'on va lui remettre le pied à l'étrier à travers une formation de jardinier, je pense au Jardin du Petit Bonheur à Ouistreham, va retrouver confiance en elle et se projeter dans des relations humaines qu'elle avait perdues. C'est-à-dire que le rôle là de l'équipe municipale, il est crucial. Il est ce rôle du quotidien. Mais il ne peut pas être que cela, c'est-à-dire qu'on doit se projeter pour avoir une vision et tirer tout le monde, de l'avant, tirer tout le monde vers le haut, tirer tout le monde vers du meilleur, vers du plus. Ce n'est pas simple et ça ne veut pas dire forcément l'exemplarité, je ne suis pas sûr que ce soit le terme. Ça c'est un terme qui à mon sens, au même titre que la transparence de la vie publique, est un peu dévoyé. Vous savez, à force de vouloir faire de la transparence et de l'exemplarité, on en arrive à faire de la dictature de la pensée. Et finalement, on en arrive plutôt à brider et brimer les élus locaux qui ne veulent plus prendre de risques, ne veulent plus faire, ne veulent plus aller de l'avant, ne veulent plus avoir de vision, parce que la moindre pensée qui puisse être un petit peu différente, qui sorte du cadre et qui ne corresponde pas à cette pensée unique, eh bien vient au contraire rabougrir un petit peu, scléroser ce que l'on peut apporter d'une vision et d'un élan. Oui, je crois aussi que des élus locaux peuvent avoir une vision pour le national, peuvent participer d'une vision nationale. Je ne crois pas à l'homme providentiel ou à la femme providentielle, il fallait aussi parler ainsi, mais je crois plutôt à une fédération d'hommes et de femmes qui pourrait apporter, est-ce au niveau de la nation, est-ce au niveau de l'Europe. Je suis un profond partisan de la question fédéraliste européenne, mais au sens très humaniste, Erasme du terme, qui dépasse peut-être une construction très économique et monétaire de l'Europe que nous connaissons à l'heure actuelle. Et là, c'est très intéressant parce que c'est un signal fort qui a été envoyé de manière répétée ces dernières années par nos concitoyens. On a besoin que l'Europe soit plus présente et plus protectrice et moins seulement dans une gestion budgétaire, économique ou monétaire des choses. On a besoin d'un État qui se réforme. Or, ces deux aspirations-là, elles n'existent parce qu'il y a des représentants du peuple. Et elles n'existent parce qu'il y a aussi des collectivités locales très fortes, non pas en contrepoids, mais en capacité de dire et de remonter à l'État ou à l'Union européenne. N'oubliez pas que si on a une vision ensemble continentale ou nationale des choses, la vie, elle reste fondamentalement liée à un territoire et souvent à une commune. Et je crois que oui, l'Association des maires de France le démontre assez souvent avec des hommes, en l'occurrence François Baroin ces derniers temps, mais d'autres avant lui, que les maires et leurs conseils municipaux sont en capacité d'être porteurs d'une voix, d'un message et d'une réalité. Et je crois que le message fort qui doit être le nôtre dans les années à venir, c'est de dire stop, ça suffit, arrêtons de détricoter le maillage territorial, réformons une bonne fois pour toutes l'État qui ne doit pas être seulement dans la volonté de venir freiner, contrôler, stopper et finalement empêcher les collectivités de faire et de se développer,
Qu'ils le fassent à juste titre pour éviter qu'il y ait des abus, très bien, qu'on ne dépense trop d'argent, parfaitement, mais qu'ils ne le fassent pas pour contraindre. Or, les collectivités locales, et nos concitoyens l'ont appelé de leur vœu, je crois, veulent que la commune soit le rempart contre cette centralisation un petit peu trop jacobine de ces dernières années, où la décentralisation doit s'accélérer, elle doit se faire avec les élus locaux, et les maires seront les premiers à pouvoir être les chevilles ouvrières de ce schéma qui ne fera que de servir la réalité de proximité, la réalité de circuit court, la réalité de connaissance du terrain, parce qu'on ne gère pas la ville de Marseille comme on la gère à Bordeaux ou à Lille, que la réalité rurale du fin fond des Monts d'Arrée n'est pas la même que celle dans la Champagne crayeuse avant Châlons, qu'elle n'est pas la même autour de Poitiers ou dans le Bessin, pour être pas très loin des plages du débarquement. Et donc il faut redonner au territoire de la respiration. Il faut arrêter de croire que c'est parce que la République a été forte au lendemain de la Révolution que tout doit se passer forcément à Paris. Or, si Paris doit être catalyseur des énergies, elle doit être aussi en capacité d'être une ville qui redistribue la richesse de pensée, la richesse économique et la richesse de faire sur les territoires. En tout cas, c'est un appel qui est le mien, c'est un appel que je sais partager de vœux de nombreux collègues. Redonnez-nous la liberté de faire. Donc l'échelon municipal permettant une biodiversité et les élus locaux permettant aussi que celle-ci soit assurée. Il y aurait beaucoup d'autres questions, mais tu parles le temps et si bien que nous devrons nous revoir. Juste un mot, parce que on parlait de secteur d'activité. Est-ce que tu considères que la création artistique, la tenue des manifestations culturelles représente un secteur d'activité qui joue un rôle dans l'économie, qui joue un rôle à l'échelon symbolique, visionnaire, dont nous avons parlé ce soir, et sinon pourquoi, et si oui, lequel? Je suis fondamentalement issu d'une éducation dite éducation populaire, celle des colonies de vacances, celle du théâtre du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui se répand partout sur le territoire dans une logique de décentralisation avec une vision étatique de développement du territoire. Je suis profondément pétri de cette réalité culturelle où le théâtre, le chant, le cinéma. Je n'aurais sans doute pas dû commencer la liste parce que évidemment le champ des possibles est ici ouvert à nous. On le sait, à Ouistreham Rivabella, j'ai souhaité donner la place à la danse dans une réalité qui était peut-être méconnue, hormis un volet finalement de loisirs à travers la question associative. Or, tous les arts ont leur place et je crois qu'ils n'ont pas seulement une place pour figurer au sommet des pratiques culturelles de l'État ou dans une logique, là encore, centralisée à Paris, mais qu'ils se doivent d'être des vecteurs de développement de territoire. Or, ils ont une réalité économique parce qu'il y a derrière des compagnies, parce qu'il y a derrière un public, parce qu'il y a derrière des artistes en résidence, parce qu'il y a derrière des peintres qui vendent aussi leurs œuvres, etc., etc., des musées qui vivent. Et je ne veux évidemment pas renfermer la culture dans quelque chose de figé et de passé. C'est un mouvement en perpétuelle action et qui se réinvente sans cesse. Mais s'il y a un volet économique, il y a surtout un volet d'intégration sociale. Et je suis de ceux qui croient que même si c'est difficile et même si je suis comptable du denier public et que je ne peux pas faire ce que je veux toujours avec l'argent public, je crois qu'on ne pourra permettre le développement de l'homme et dans son développement individuel, le fait de participer d'une vision sociale, c'est-à-dire ce que j'appelais de mes voeux faire société, que parce que le levier culturel nous le permet. Aller au cinéma, aller au théâtre, faire du théâtre, participer de stages de danse, se projeter et découvrir ce que nous avons eu l'occasion de faire, le Graphe,
et le rap ces dernières années, accent culturel méconnu jusqu'alors à Ouistreham Rivabella, d'aller sur des pratiques qui vont toucher tant un public peut-être plus senior que de plus jeunes qui vont s'atteler et se mettre à essayer et intégrer en eux-mêmes dans leur construction ce que ces arts et cette culture leur apportent et apportent aux autres. Et donc je crois que oui, la culture avec un grand C est un élément essentiel du développement économique d'un territoire, mais est aussi, et c'est fondamental dans ces piliers qui fondent notre société, ce lien social nécessaire à l'homme. On l'a bien vu pendant le confinement et c'est évident, le fait d'être coupé de tout rapport social a conduit très vite à ce que le manque, il vienne d'où? Ils viennent de cette difficulté à rencontrer l'autre, à voir l'autre, à discuter avec l'autre. Or, quels sont les lieux, parce que là la symbolique du lieu est évidemment forte, qui permettent la rencontre? C'est évidemment le théâtre, c'est évidemment le cinéma, c'est évidemment les arts de rue, c'est évidemment les pratiques individuelles, mais aussi les pratiques collectives, et c'est évidemment aussi à Ouistreham Rivabella le dansoir. Merci mon cher Romain. Nous allons faire concurrence à Netflix parce que nous prévoyons une série dont le personnage principal s'appellera Romain Bal. Non, je crois pas. Merci infiniment. Merci à toi. À donc très bientôt. Merci.